Coucou tout le monde, salut, ça va? Oula, qu'est-ce qui me prend de dire salut, ça va? Bonjour à tous. Écoutez, moi je suis en forme, je vais plutôt très bien, j'espère que vous aussi. On va se poser plein de questions aujourd'hui, je pense à certaines personnes que j'ai déjà invitées à regarder ce programme. Aujourd'hui, nous recevons à nouveau Carole Rinaldi, que nous avons reçue à plusieurs reprises pour son ouvrage Blessures émotionnelles, que j'ai là tout à côté de moi. Comment grandir de ce qui nous fait souffrir? Un ouvrage où Carole se pose tout simplement des questions sur nos blessures émotionnelles, nos blessures, les émotions qui se réveillent selon certains événements. Et là, bientôt, c'est Noël. Et en fin de compte, on est plutôt inégaux face à cet événement. C'est-à-dire que pour beaucoup, on pense bonheur, on pense joie, on pense c'est quelque chose qui nous excite comme un gamin, ce Noël. Mais pour beaucoup d'entre nous aussi, ça peut être peut-être réveiller des angoisses, du stress, de la peur, de je ne sais quoi exactement. Et en tout cas, Carole va nous en parler et comment gérer ces émotions. Bonjour Carole. Bonjour Philippe, bonjour aux personnes qui nous écoutent également. Merci à vous de me recevoir à nouveau. Ravi parce que je suis surtout, et en plus ce sont des émotions finalement dans ton ouvrage, c'est ça, c'est-à-dire que c'est des émotions qui peuvent se réveiller à différents moments de la vie, pas seulement dans les relations amoureuses, pas seulement avec ses responsables, ça peut être aussi des événements festifs comme ça. Quelles vont être par exemple, là juste de manière succincte pour un peu annoncer la chose, les émotions qui se réveillent pour certains à l'approche de Noël, en tout cas les émotions dites paralysantes ou négatives? Alors il y a une diversité d'émotions possibles, la colère, la peur, la tristesse, également, comme tu l'as dit, la joie également. Ce qui est intéressant, ce qu'on va voir ensemble, c'est que ces émotions proviennent de nos perceptions, de la manière dont on regarde un événement, et ces événements sont issus de notre vécu et de notre enfance. En tout cas, la manière dont on regarde un événement, Rémi Molinieri tout à l'heure nous fera une petite actu. C'est exactement ce qu'il a fait, lui, avec le Chronicavirus. Salut Rémi, bonjour Rémi. Salut. Ah, je vois que tu allais acheter le livre, c'est bien. Radin comme je suis, non, et apparemment, c'est ton attaché de presse qui me l'a envoyé, tu sais. D'accord. Et alors, le Chronicavirus, Rémi Molinari, la chronique et dessin d'humour pendant 55 jours de confinement. C'est exactement ça, c'est-à-dire que la réalité qu'on a vécue pendant le confinement, toi, tu l'as regardée avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'esprit. On va découvrir tout à l'heure ces différentes, quelques exemples, et tu nous parleras de cet ouvrage tout à l'heure? Tout à fait, il n'y a pas de souci. Et des ouvrages, en tout cas, c'est quasiment l'ouvrage de sa vie, celui de Marie-Lise Trécourt, de choisir des ouvrages pour nous aussi et nous conseiller. Tu en as 3 complètement différents aujourd'hui à nous proposer. Bonjour Marie-Lise. Coucou Philippe, coucou à tous. Oui, 3 ouvrages complètement différents, mais surtout 3 super idées de cadeaux de Noël. Oh, 3 super idées. Bon, impatient de revenir vers toi parce que je les ai pas toutes encore, mes idées de cadeaux de Noël alors. Bon, tu vois. Bon, parfait. On va commencer tout de suite avec Carole Rinaldi. Carole Rinaldi, je vous le disais, elle est auteure et aussi consultante en développement personnel. Aussi une casquette qu'aime beaucoup Marie-Lise, le développement personnel, puisqu'elle nous en parle souvent. Elle nous en parlait aussi cette semaine. Le développement personnel, c'est-à-dire, c'est se poser des questions pour aller mieux finalement. Est-ce que c'est ça peut-être le mot pour résumer la situation ? Alors ça peut être effectivement pour aller mieux, mais ça peut être aussi tout simplement pour s'épanouir, pour mieux se comprendre, mieux se connaître, une curiosité vis-à-vis de soi-même et d'enrichir et d'embellir nos relations également. Et là, justement, c'est-à-dire le développement personnel, on peut s'appuyer dessus, justement, avec par exemple, ton ouvrage Blessures émotionnelles, à l'approche des fêtes de Noël, parce que, justement, il y a, en plus de, je veux dire, les Noëls traditionnels, qui peuvent être, je sais pas, ça peut être, d'un seul coup, avoir une rupture amoureuse cette année, ça peut être le décès d'un proche qui n'est plus présent autour de la table, ça peut être aussi peut-être cette cellule familiale initiale qui était là, qui était plutôt chaleureuse, et puis qui s'est un peu éclatée à travers je vais dire, la France, etc., où les familles sont plus exactement pareil. Il y a plein de raisons qui font que Noël peut réveiller des émotions un peu déstabilisantes. Oui, tout à fait. On n'a pas tous la même façon de vivre, que ce soit Noël ou d'autres événements. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire s'il y a quelque chose qui est touché à l'intérieur de soi, on sent qu'il y a quelque chose peut-être qui est perturbé émotionnellement, ça peut être le signal de tiens, qu'est-ce qui est actif pour moi, comment je regarde la situation, il y a ce qui est en train de se passer factuellement, mais même à travers ce qui est en train de se passer factuellement, tout le monde n'a peut-être pas la même façon de le vivre avec la même émotion. Comme on l'a dit, il peut y avoir de la tristesse, de la colère, d'autres personnes qui peuvent le vivre tout à fait sereinement. Donc on peut utiliser le développement personnel aussi pour mieux se connaître dans ces moments-là, pour questionner ce qui se passe dans nos relations. Et comme tu l'as dit très justement, Noël, c'est un moment propice à ça, puisque y a les relations familiales, les rassemblements familiaux et nos blessures émotionnelles se développent dans l'enfance, donc particulièrement dans la cellule familiale. Et puis du fait également que les blessures émotionnelles ont tendance à être éveillées et activées également dans nos interactions avec les autres. Donc avec le couple,
ou avec les relations familiales. C'est pas que ça se passe que dans ces domaines-là, mais clairement, c'est les domaines dans lesquels on a le plus de proximité et puis peut-être le plus de bagages relationnels également. Donc ça peut s'éveiller plus intensément, plus fréquemment dans ces domaines-là. En plus, j'allais dire, c'est quasiment presque un piège. C'est-à-dire que où qu'on aille, j'allais dire, on parle de Noël, on voit Noël, les guirlandes de Noël, les feuilletons de Noël, et ainsi de suite, Noël, Noël, Noël. C'est quasiment presque cette approche doit monter quasiment presque comme une forme de, j'allais dire, de cocotte minute. Donc automatiquement, c'est peut-être dans ces moments-là qu'on commence peut-être à gérer toutes ces émotions ou pas? Oui, on peut, dans l'instant présent, donc tu as raison, ça peut être voir un feuilleton, ça peut être également une anxiété à l'idée des rassemblements familiaux. C'est intéressant de se dire, tiens, si j'ai une appréhension ou s'il y a une émotion qui vient par rapport à cet événement ou à cette période, c'est ce que j'explique dans le livre, qu'est-ce que, entre les faits et ce qui est touché à l'intérieur de moi, c'est ce que j'appelle un problème racine. Quel est le problème racine qui est actif et qui déclenche mon émotion? Et on va se rendre compte que c'est pas du tout une fatalité. On peut prendre sa responsabilité, aller identifier ce qui est touché. Donc, est-ce qu'il y a une croyance limitante? Est-ce que peut-être on appréhende de vivre de l'injustice? Est-ce qu'on appréhende de vivre le rejet? Par exemple, on sait cette année qu'on va avoir droit à des rassemblements familiaux de 6 personnes au maximum. Et j'ai entendu des psychologues intervenir sur le fait comment on va gérer ça en famille, parce que pour des personnes qui ont plus une tendance à se sentir rejetées et à percevoir la réalité comme telle, ça peut être un événement source d'émotion. Donc on peut se servir des événements qu'on va vivre pour aller identifier quel est le problème racine qui me concerne. Et puis, dans l'ouvrage, je propose des outils pour nous amener non pas à éradiquer l'émotion, mais à mieux équilibrer nos perceptions pour dire bah, j'ai cette émotion, c'est OK. Par contre, je peux choisir ce que je vais en faire. Et donc, je peux vivre l'émotion, l'accueillir, et en même temps, je ne suis pas obligée de la subir. Alors, moi, j'ai envie d'aller sur le mot solitude, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de Noël, mais il y a beaucoup de gens qui sont seuls, ou qui sont peu nombreux, ou qui ont une cellule familiale restreinte, ou des gens vraiment qui n'ont pas forcément de famille ou de proches, ou parce que la situation actuelle fait qu'ils ne vont pas se déplacer et autres. Cette solitude-là va être vécue différemment selon les individus en plus. Bien sûr, c'est l'exemple type. La solitude, il y a des personnes qui ne se posent même pas la question et qui sont très à l'aise avec ça, qui le vivent très bien. Pour d'autres, ça peut être une émotion de tristesse, peut-être même une émotion d'inquiétude, jusqu'à de l'angoisse. Donc c'est exactement ça l'idée que face à un même fait, on n'a pas tous la même façon de le regarder, on n'a pas tous la même lecture de la situation et donc les mêmes émotions. Donc de comprendre ça, ça permet de voir quel est le lien entre, dans l'instant présent, il y a de la solitude, ok, c'est un fait, mais est-ce que, à travers mon attitude, mes pensées, mes souvenirs, mon enfance, il n'y a pas des choses qui viennent amplifier ce que je ressens dans l'instant présent et se transposer à quelque chose que je suis en train de vivre au moment présent et dont je suis libre en fait. Je peux par exemple choisir de me mettre en relation avec des personnes dont j'ai pas l'habitude. Enfin, il y a plein de choses à faire même vis-à-vis de la solitude. Je sais que par exemple il y a des Noëls solidaires. On peut très bien, je l'ai fait une année, choisir de quand on est seul. Se rendre dans une association ou distribuer des repas. Il y a plein de choses à faire face à la solitude, mais on n'aura pas la même façon d'y réagir en fonction de quelle émotion on vit et si on se laisse uniquement happer et contrôler par cette émotion. Bah, je reviens à toi dans quelques instants. Je vais tout de suite passer la parole à Rémi Molinari. Rémi, toi, avec ton ouvrage, tu vas nous apporter du sourire. C'est peut-être avec le rire, finalement, qu'on peut déjà combattre certaines émotions. Et tu l'as très, très bien fait sur cet ouvrage, le Chronicavirus, aux éditions Giletta. Alors, tu es caricaturiste pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, et tu as l'habitude de chroniquer comme ça, notamment aussi sur le groupe Azur TV. On te voit sur le binôme, la grande émission avec Sébastien Serrano qui est sur Azur TV. Et moi, je te connais depuis un petit moment. Tu étais déjà venu aussi sur notre grande émission à quelques reprises. Et là, tu as eu une idée de génie. Mais oui, si tu veux, pour répondre à ta question, ça a été une thérapie pour moi, parce que le confinement, c'est quelque chose que j'ai très mal vécu et que je vis encore plus mal depuis un mois à peu près, et que je crains de vivre encore plus mal et pendant très très longtemps. Donc une thérapie, pourquoi? Si tu veux, c'est une évasion, une fenêtre ouverte par l'humour. Et en fait, donc je suis donc confiné beaucoup chez moi, je regarde beaucoup la télévision pour trouver des idées de dessin pour différents journaux, quelques journaux pour lesquels je travaille. Et si tu veux,
c'est une façon de hurler ma révolte. Par l'humour, hurler ma révolte. On voit quelques dessins là qui défilent. En plus, c'est-à-dire que moi j'ai feuilleté et regardé ton bouquin, on ne s'arrête pas et en fin de compte, toutes les absurdités, toutes les incohérences qu'on a pu voir, etc. Tu as réussi avec un trait, avec un dessin, à nous ressaisir ça. L'exemple parfait là de celui-ci, par exemple, souviens-toi le confinement, c'était le bon temps. Voilà, cette idée de, en plus j'entendais dans les médias récemment que justement il y a eu une réduction de 7% justement de la pollution dans le monde entier, c'est-à-dire qu'il y a une réalité par rapport à ça, et tu arrives à souligner des tas de choses qui étaient réelles. L'incohérence là qu'on a vue avec la Poste aussi, du télétravail, et en fin de compte le postier à la maison avec sa bicyclette, mais il y a plein de choses comme ça, il y en a plein, il y a des choses un peu coquines avec des histoires il y en a plein, et ces idées-là, en fin de compte, tous les jours, tu en as trouvé une finalement. Tout simplement en zappant sur les chaînes d'infos à la télévision. Tout simplement. Et c'est un exercice très facile parce que... pour toi, moi, ça ne serait pas facile. Pour toi. Pardon ? Pour toi, un exercice très facile. Pour moi, ça serait impossible. Sans doute, mais tu le ferais d'une autre façon. Ces dames-là que tu interviews, là, qui écrivent des bouquins, vont le faire par la littérature, peut-être. C'est pas si difficile que ça. Il suffit de prendre le contre-pied. C'est un cri de révolte, quelque part. Parce que je suis, disons, sidéré de voir qu'à la télévision, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des optimistes qui sont convaincus d'exprimer ce qu'on a envie d'entendre. Et ces gens-là sont face à des pessimistes qui expriment ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Voilà, il y a cette opposition. Là, je pense que le prochain ouvrage, et Rémi, ça sera un ouvrage de philosophie. Là, tu es parti pour, là. Et tout à fait. Tu pourrais même être professeur de philo avec un devoir au bac, avec ce que tu viens de me dire. Là, c'est le prochain sujet de bac. J'ai envie de terminer avec un dessin que j'ai sous les yeux et qu'on n'a pas forcément qu'on n'a pas en régie. Tu as mis une infirmière à une fenêtre et juste à côté, tu as mis son voisin. Juste en dessous, il y a deux voitures de garées, mais complètement côte à côte. Et le voisin qui crie après l'infirmière « pourriez-vous déplacer votre voiture d'1 mètre ? Elle va contaminer la mienne. » Et derrière, t'expliques ce pourquoi, c'est-à-dire cette absurdité qu'on a eue de vouloir faire fuir les courriers qu'il y avait dans les boîtes aux lettres de certaines infirmières. Et en fin de compte, ça va nous rappeler plein de moments qui étaient peut-être absurdes, vraiment, et même des fois surprenants. Et on va vraiment rire de ça. Et ça laisse finalement un souvenir assez joli de la période avec beaucoup d'humour. Bravo à toi, Rémi, surtout. Écoute, tu parles de mon livre mieux que moi. Ben, la prochaine fois, je ne t'invite plus, alors, Rémi, j'en parlerai sans toi. C'est de la communication. Non, un grand merci. Et puis là, on va aller tout de suite à la littérature avec Marie-Lise Trécourt. Avec Marie-Lise Trécourt qui a 3 livres, 3 autres idées, parce que là, alors, on a Blessure émotionnelle, on a Rémi Lemery, le chronique à virus, ça fait 2 idées, et tu en as 3 autres. Finalement, on va avoir 5 idées cadeaux de Noël. Exactement. 3 belles idées de cadeaux. On va commencer tout de suite par le rideau rouge de Valérie Fayola, qui est auto-édité chez Librinova. Donc, on va voir le visuel très prochainement. Donc, le rideau rouge, en fait, c'est l'attraction phare d'un cirque qui circule dans l'Europe de l'Est. Voilà, très jolie couverture. C'est l'attraction phare d'un cirque, une attraction un peu mystique, qui aurait, selon les dires, le pouvoir de transformer la vie des gens qui le franchissent. Il y a le jeune Andras, qui a une 20aine d'années, qui parcourt l'Europe de l'Est à la recherche de ce rideau rouge, parce qu'on ne sait jamais où il passe. Et il va franchir ce rideau rouge en espérant retrouver la mémoire et surtout pour se défaire d'un sentiment de culpabilité qui le terrasse, mais dont il ignore l'origine. Il va se rendre compte qu'en fait, il y a certains souvenirs qu'il vaut mieux garder enterrés et surtout, il va être confronté à un choix inconcevable. Je ne peux pas t'en dire beaucoup plus sur ce roman-là. Parce que... je t'écoute là en même temps. Honnêtement, là, je suis happé parce que je suis curieux. Rien que ce côté un peu science-fiction, de se dire qu'il y a un rideau rouge qui se promène, qu'il faut chercher, que quand on le traverse, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Je pense que c'est une sorte de quête. Est-ce qu'on est dans un ouvrage qui a un côté développement personnel aussi ou pas ? Ou c'est vraiment du roman-roman ? Alors, c'est un roman dans lequel, en fait, il est inclassable parce que, comme tu dis, il y a le côté fantastique, il y a le côté développement personnel parce qu'on a tout un thème sur la résilience, sur l'amour de soi. On a aussi des thèmes
très d'actualité sur la famille sous toutes ses formes, la famille au sens large, les nouvelles formes de famille en fait. Donc il y a beaucoup de choses qui se mélangent dans ce roman-là. C'est un roman qui est trépidant, qui est palpitant, qui est riche d'enseignements. C'est un roman qui existe donc en numérique partout, sur tous les sites qui en proposent, et il est disponible en commande dans toutes les librairies. Il faut juste le commander. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un petit agenda pour y penser, à le commander ? Et c'est une très bonne idée, Philippe, quelle belle transition, je suis émerveillée. Ah oui, moi c'était Bouclette qui m'émerveille. Oui, t'as vu ça? Oui. Donc ça s'appelle Mon Belette Agenda, vie pro, vie perso, d'Audrey Hakoun aux éditions Vuibert. Donc en fait, il n'y paraît pas, mais ce petit agenda-là, c'est un coach de poche. C'est un coach qui va t'aider, bien sûr, à noter tous les événements qui sont importants. Alors, on voit là, par exemple, non, on voit pas du tout. Tous les événements qui sont importants, voilà, tous les événements qui sont importants pour ton quotidien. Mais surtout, il va t'aider à te fixer des objectifs. Il va t'aider à t'organiser sans stress. Il va te donner des défis à réaliser. En fait, c'est un coach de développement personnel au quotidien qui est très bien fait. En plus, il y a des illustrations qui sont toutes mignonnes. Et il y a un thème différent chaque mois. Donc, pour te donner quelques idées, quelques suggestions, donc il y a le pouvoir de la gratitude en février, par exemple. Il y a en mai, transformer vos peurs en défis. En août, très important, il y a le thème de l'ikigai, parce que Audrey Hakoun est aussi une grande spécialiste de l'ikigai dont on a déjà parlé. C'est d'ailleurs elle qui m'a formée au coaching ikigai, pour tout te dire. Et par exemple, en décembre, on peut aider les autres et se sentir utile, comme Carole l'évoquait tout à l'heure. Donc vraiment, un super agenda. Pour rappeler, c'est finalement une sorte de dessin qu'on va faire pour arriver à retrouver des points ressources, etc., pour arriver à se transformer, pour faire simple. Ouais, c'est une philosophie japonaise, effectivement, qui réunit plusieurs aspects de notre personnalité pour savoir ce qui nous convient vraiment, quelles sont nos valeurs et quelle est l'activité qui nous convient vraiment. Il faut séparer ça en 4, à mon souvenir. Oui, c'est ça, 4 cercles. Exactement. 4 cercles. Là, tu parlais des illustrations qui étaient jolies. Je crois que dans le dernier ouvrage que tu as nous présenté, les illustrations sont aussi, j'allais dire, même pas jolies, elles sont magnifiques, je trouve. Elles sont magnifiques, c'est exactement ça. C'est les fables de La Fontaine qui sont racontées par Vincent Fernandel, voilà, qu'on voit ici, donc on a une petite idée des illustrations. Vincent Fernandel, comme tu le sais, est le fils de Franck Fernandel, qui était chanteur et comédien, et petit-fils de l'acteur. Donc les fables de La Fontaine, comme ça, donc tout le monde les connaît, on connaît leur pouvoir onirique, leur pouvoir évocateur, donc c'est très bien. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que ces petites histoires courtes et ces fables ont une autre vocation, c'est qu'elles permettent aux enfants d'apprendre certaines morales, certaines règles de vie en société, et on peut les intégrer beaucoup plus facilement, d'autant que certaines sont en vers, elles riment, donc ça permet d'intégrer plus facilement. Ça nous permet par exemple de développer plus de bienveillance ou de gratitude, ou peut-être de se protéger par rapport à un danger. Donc vraiment, il y a une vraie vertu à ces fables-là. Et en plus, on passe un très bon moment en les regardant et en les écoutant, parce que grâce au talent de comédien de Vincent Fernandel, on est transporté dans l'histoire, ça lui donne une autre dimension. Il y a quelques petits extraits sur YouTube de ces histoires racontées par Vincent Fernandel. Et vraiment, c'est un super cadeau à faire aux enfants, c'est intemporel. Donc, je l'ai oublié en régie, j'ai honte de moi parce que je voulais vraiment montrer les dessins, ils sont sublimissimes, il y a des couleurs vraiment incroyables, c'est quasiment presque des tableaux qu'on aurait envie de mettre à la maison dans sa déco, c'est très enfantin, en même temps c'est assez mature, c'est vraiment magnifique, c'est sublime, vraiment c'est un très très bel ouvrage. Pour les adultes aussi, je trouve qu'il y a des très belles allégories, même sur la politique ou sur des choses qu'on vit actuellement, qui peuvent vraiment être comprises par des adultes et voilà. Moi, pour l'instant, quand il n'est pas en régie, normalement, il est sur ma table de salon en ce moment. Donc, voilà, il est vraiment superbe. Donc, merci, Marie-Lise. Je t'en prie. Super, bah, écoute, moi je suis ravi. On va revenir tout de suite à Noël. Là, tu vois, avec tout ça, Carole Rinaldi, je rappelle que tu es venue là avec ce côté un peu coach en développement personnel pour nous donner quelques conseils sur les émotions peut-être qui peuvent se réveiller et qui peuvent réveiller des émotions plutôt, j'allais dire, négatives ou pesantes ou gênantes ou handicapantes à l'approche de Noël. Mais là, je me sens rempli de joie. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça, c'est en se remplissant avec des choses un peu comme ça aussi que l'on peut aussi transformer l'essai pour arriver à Noël. Et moi, j'aime tellement ce que Rémi a fait, ce qu'il a présenté. Merci pour cette présentation parce que vraiment, il y a la théorie et il y a ce qu'on en fait en pratique. Et quelle belle illustration que de voir cette révolte qui ne nie pas, on n'est pas dans nier l'émotion, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et moi, quand je vois quelqu'un qui a ce degré de révolte et qui met ça au service de comment je vais faire rire les gens, apporter de l'humour, créer du lien, mais
tout est dit, c'est magnifique en fait. Donc, il ne s'agit pas de dire si je ne fais pas comme ça, c'est pas bien, mais en tout cas, Rémi, il ouvre des portes à c'est possible. Et on n'est pas obligé juste de subir la révolte, on peut en faire quelque chose pour soi et pour les autres. Moi, je dis juste, respect monsieur, chapeau. Et finalement, Carole, tu es en train de dire un truc tout bête, c'est-à-dire qu'il faut accueillir cette émotion finalement. Alors, il faut accueillir. Tu sais, accueillir, il faudrait vraiment qu'on prenne le temps de détailler cette notion parce que elle mérite vraiment qu'on prenne le temps de l'expliquer. Pour faire très court, moi, pour donner un exemple, je fais partie des gens, je l'ai déjà dit sur l'émission du confinement, j'ai perdu plusieurs membres de ma famille cette année et des personnes qui étaient là depuis le jour de ma naissance. Donc forcément, quand on va être à Noël et que cette année, ils vont pas être autour de la table, probablement qu'il y a des émotions qui vont arriver. Maintenant, accueillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me donner le droit de vivre ce que j'ai à vivre. Mais c'est pas parce que je vais vivre cette émotion peut-être de tristesse ou peut-être de révolte, je sais pas, on verra le moment venu, ou peut-être pas, que je vais en faire le prétexte à je dois saboter ces fêtes. Je peux aussi choisir, justement parce qu'il se passe ça, de mettre mon attention sur la valeur de la vie. S'il y a des personnes autour de moi, de créer un Noël encore plus fort et encore plus touchant, encore plus chaleureux que d'habitude, justement parce qu'il s'est passé ça cette année et pour faire honneur aux personnes qui sont parties. Finalement, tu transformes l'essai, finalement, et l'exemple avec Rémi, c'est pour ça que je voulais t'amener là-dessus, c'est-à-dire que c'est cette manière-là, c'est-à-dire accueillir l'émotion et transformer l'essai vers quelque chose finalement de plus porteur, de plus positif. C'est quelque chose de pas évident finalement à faire pour chacun d'entre nous. Mais en fait, accueillir une émotion, c'est simple. Accueillir une émotion, c'est juste, je me donne le droit de vivre ce que j'ai à vivre. Mais c'est une chose de se laisser le droit à cette émotion. D'ailleurs, une émotion qu'on laisse venir, elle finit toujours par passer. L'émotion qui dure et qui amplifie, c'est celle qu'on vient alimenter avec des pensées du type « c'est l'histoire de ma vie » ou avec des bagages et des souvenirs du passé, donc qu'on regarde d'une certaine manière, parce qu'on n'a pas le souvenir de tout notre passé, on a une certaine manière de regarder certains événements de notre passé. Là où il faut être vigilant, c'est par rapport à ce qu'on vit dans le présent. Est-ce que c'est factuellement lié à ce qui est en train de se passer, ou est-ce que je suis en train de nourrir et d'alimenter cette émotion, parce que, je pourrais revenir là-dessus plus longuement, notre corps est addict aux émotions qu'on ressent le plus souvent. Donc à notre insu, et sans s'en rendre compte, à partir d'un fait qu'on est en train de vivre, on peut aussi aller chercher de quoi l'alimenter pour que notre corps se nourrisse et soit maintenu dans cette émotion. En tout cas, tu ne les vois pas parce que depuis tout à l'heure, j'ai le grand écran à côté de moi où je vois la tête de Rémi et Marie-Lise et pendant que tu parles, tous les deux, ils font comme ça. Oui. Et apparemment, vous êtes tous les deux d'accord avec elle. Hein. Complètement. Je peux réagir sur ce qu'elle vient de dire. Tout à fait, vas-y, c'est pour ça que je me tourne vers vous, Rémi. C'est un drame, le confinement. Pour moi, c'est une catastrophe puisque je n'ai plus de travail depuis le mois de mars. Étant artiste sur des scènes en quelque sorte, puisque je fais de l'animation. J'ai eu un second drame, c'est celui de la perte de ma maison dans la Vésubie. Et justement, je fais des dessins là-dessus, justement pour évacuer ça. Enfin, je ne sais pas si c'est bien, mais... Après, il y a le coiffeur aussi. Il faudra aller chez le coiffeur aussi, Rémi, si tu veux vraiment faire des choses bien. Ah bon? Oui, non, je te taquine, arrête. Mais apparemment, c'est ce qu'elle dit, c'est transformer les choses de manière positive. Et c'est un peu le discours que tu nous tiens régulièrement, Marie-Lise. Oui, c'est ça. Et je voudrais juste réagir par rapport à ce que disait Carole. Les gens que j'accompagne parfois ont un mélange d'émotions négatives qu'ils n'arrivent pas forcément à identifier. C'est une espèce de maelstrom de choses qui tourbillonnent dans notre tête, qui nous plombent, qui ont des répercussions dans notre corps, qui provoquent des tensions, des maladies, des crispations. Et on reste avec ça en disant « je me sens mal, je suis bof, enfin, voilà, je ne suis pas bien ». Et avec ça, on ne peut rien faire, en fait. On ne peut pas transformer, comme disait Carole. Donc, ce que je propose de faire, généralement, c'est de dire « ok, bon, on va tout mettre sur la table. C'est quoi alors, quelles sont les manifestations dans ton corps? Ça se manifeste où exactement? Et quel nom tu peux mettre dessus? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la rancœur? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Une fois qu'on met ça à plat, déjà, on perd en intensité, je pense, dans l'émotion. Et ensuite, on peut trouver des solutions. Effectivement, remplacer ça, comme disait Carole, par des choses beaucoup plus négatives et beaucoup plus nourrissantes pour nous. Positive. Mais il faut prendre ce temps-là. Il ne faut pas nier l'émotion négative. Il faut au contraire la regarder, dire « ok, ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait ?» Voilà. Et on pose les choses calmement.
Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, pour se poser des questions de manière un peu plus pointue, on lit blessure émotionnelle, comment grandir de ce qui nous fait souffrir pour avoir des réponses. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait? On lit le Chronicavirus, ben voilà, pour prendre le sourire. Qu'est-ce qu'on fait? Sinon, on peut aller avec le Rideau Rouge, une aventure justement romanesque qui nous embarque un peu dans un côté science-fiction. Sinon, il y a aussi un bullet journal pour penser à noter tout ce qu'il faut faire l'année prochaine notamment, mais une manière positive. Ou alors, on peut écouter ou lire les Fables de La Fontaine de Vincent Fernandel. Vous allez donner la réponse tous ensemble. J'ai peut-être pas dit d'ailleurs, tu me fais penser Philippe, qu'il y a un CD intégré au livre. J'avais dit que c'était un livre, mais c'est un livre avec un CD intégré effectivement. Ah ben comme tu disais, on peut écouter l'histoire, tu as raison, c'est vrai qu'il y a un CD à l'intérieur. Je ne l'ai peut-être pas précisé. Ah mais moi je l'avais compris dans ce que tu disais, mais c'est vrai que tu fais bien de le préciser. Bon, les enfants, un grand merci à vous trois, j'ai passé un excellent moment perso. Je peux dire une petite chose? Oui, il faut transformer le poison en élixir. C'est ça? Oh. Je t'ai dit, c'est de la philo que tu dois faire, toi. Je te l'ai dit. Un grand merci à tous les trois. Merci Caroline Eddy, merci Rémi Molinari. Ah, il n'y a pas de rime avec Marie-Lise Trécourt, là tu casses le rythme. Là. Ouais, je suis désolée. Bon, c'est tant pis. Gros bisous à tous quand même. Merci.